Alors bonjour et bienvenue à Portrait des familles d'ici. Je suis Sébastien Roy, il me fait plaisir d'animer cette émission de discussion intergénérationnelle entre les gens et leurs aînés, et les aînés et leurs descendants. On discute en famille pour voir c'est quoi les legs, le passage, le rite, le cycle entre les générations qui se passe. Parce qu'on sait très bien que les aînés d'aujourd'hui ont été les jeunes d'hier et les jeunes d'aujourd'hui sont les aînés de demain. Donc, voilà, c'est un peu le sens de la philosophie de cette émission qui est rendue possible grâce à la Société de généalogie et d'histoire de Maria Chapdelaine, grâce au programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la MRC de Maria Chapdelaine et aujourd'hui, grâce à la municipalité de Saint-Stanislas, où nous sommes aujourd'hui en compagnie des Rousseau. Alors, bonjour les Rousseau. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de Rousseau dans la salle. Donc, à tous les Rousseau, qui sont des descendants de François-Xavier Rousseau, à ce que je crois comprendre. C'est votre ancêtre commun à tout le monde ici. Donc, merci de nous accueillir chez vous. Merci aux Rousseau de nous accueillir. Et merci beaucoup de nous accueillir dans votre municipalité de Saint-Stanislas. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit tour là, des gens en avant de moi ici. Par ici, j'ai Madame Nathalie. Nathalie Rousseau. Oui. Nathalie, vous êtes la fille de... Gérald Rousseau. Ah, mon Dieu! On dirait quasiment que c'est arrangé. Monsieur Gérald Rousseau, c'est ça? Oui. Oui, vous êtes le père fils... de Nathalie. Qui l'eût cru? Je suis tout à fait surpris. Tout à fait surpris. Mais, Monsieur Gérald, vous êtes le fils de... Henri. Henri. Et puis là, parce que moi, j'ai François-Xavier. Donc, Henri, qui était... Son père, c'était... Moi, je suis la 5e génération par rapport à François-Xavier. 5e, donc 6e. Oui. Ben, je suis. Madame Carole Bouchard. Oui. Vous êtes la fille de... Lucien Bouchard, Simone Rousseau. Oui. Et du côté des Rousseau, Simone, c'était la fille de... Elzéar, qui était la fille de le fils de François-Xavier. D'accord. C'est bon. ça. Ça fait quatre générations. Parfait, je sais encore compter jusque-là. Je suis content. Et Monsieur Raymond? Oui, je suis la 4e génération aussi. Vous êtes le fils de? Joseph. Joseph. Et son père, c'était? Adolphe. Adolphe, qui était le fils de François-Xavier. Oui, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Et puis, tout de suite, on va aller voir une capsule de votre famille, puis ensuite, on va ouvrir la discussion. Fait qu'on regarde ça à l'instant. François-Xavier Rousseau est le fils de Charlotte Brochu et de Pierre Rousseau. Il naît le 4 juin 1847 dans la paroisse de Saint-François d'Assise ou Beauceville, en Beauce, dans une famille nombreuse comme celle que l'on connaît de l'époque. Il est baptisé 2 mois plus tard. Son père, Pierre, est alors identifié comme cultivateur de la paroisse de Lambton dans l'acte de baptême. François-Xavier trouve épouse le 6 février 1872 à Lambton, comté de Frontenac, en Beauce. Il s'agit d'un mariage avec Élisabeth Breton, aussi appelée Élie, fille d'Isidore Breton et de Marguerite Rousseau. Vers 1885, ils élurent domicile à Roberval et ils resteront pendant 6 ans. En 1891, le père de la famille et son fils aîné, Adolphe, sont à la recherche de travail et montent 2 étés en canot à Mistassini. Ils s'installent finalement avec tout le reste de la maisonnée en 1893 au nord de la municipalité, près de la petite rivière au Foin. En 1901, on les recense à Saint-Michel de Mistassini avec 10 enfants âgés entre 3 mois et 28 ans. François-Xavier y est fermier. Il devient aussi le tout premier maire de la municipalité de Mistassini. Il occupe ce poste de 1897 à 1901, puis de 1902 à 1905. Il sera ensuite président de la commission scolaire de 1909 à 1911. Il décède en 1916 à Mistassini. Son épouse suit 3 ans plus tard au même endroit. Plusieurs Rousseau parmi ses descendants deviendront aussi maires, mais à Saint-Stanislas où la famille s'établit peu à peu à partir de 1928. On parle d'Alphonse, maire de 1931 à 1933 et de 1937 à 1940.
de Rosario de 1943 à 1949, puis de 1951 à 1955, de Raymond un peu plus tard, de 1971 à 1974 et de 1979 à 1989. Finalement, de Mérédé et Henry en remplacement de Raymond, tous deux entre 1974 et 1977 pour le premier et le temps d'un court mandat de 1978 à 1979 pour le second. Adolphe Rousseau est le fils d'Élisabeth Breton et de François-Xavier Rousseau. Il est né le 15 janvier 1873 à Lambton. Après le déménagement de sa famille à Mistassini, il épouse Marie Bouliane en 1895, fille de Sophie Tremblay et de Louis Bouliane. De cette union naîtra Imelda Alexina, Antonio, Zélia, Laura Génida, Marie, Eugène, Rosario et Jean-Baptiste. Il travaillera pour les pères trappistes sur le chemin menant à Mistassini. Dû à la mort de sa femme en 1910, il se remariera à Hélène Lavoie en septembre de l'année suivante à Alma. Le couple mit au monde Yvonne, Adjudor, Lionel, Lucien, Armand, Charles-Eugène et Patrick. Hélène décède en 1937. Adolphe épouse alors Olympe Bouchard cette même année à Saint-Edmond-les-Plaines. Il décède en 1958 à Mistassini. Elzéar Rousseau, fils d'Élisabeth Breton et de François-Xavier Rousseau, est né en janvier 1880. Il se marie à Elmina Lavoie, fille de François et de Georgina Lavoie, en avril 1912 à Alma. De cette union naissent 8 enfants. Rosalma, Germaine, Simone, Émile, Pierre, Rosario, Rosaire et Paul-Henri. Elzéar décède en 1952 à Mistassini. Les Rousseau sont aussi des artistes, des entrepreneurs. On les retrouve dans les milieux de la construction, du déboisement. Plusieurs deviennent agriculteurs. Certains le sont de génération en génération à Saint-Stanislas. Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de François-Xavier Rousseau et de Élisabeth Breton se retrouvent un peu partout au Québec, mais surtout sont nombreux à s'être enracinés dans la MRC de Maria-Chapdelaine, la terre d'accueil de leurs ancêtres. C'est une petite histoire de vos ancêtres, dans le fond. Et puis, à la fin de la capsule, on voit, puis on va revenir sur certains de ces sujets-là, mais on voit qu'il y a beaucoup de professions, dont le métier d'agriculteur qui a été occupé par plusieurs membres de votre famille. Je vais y aller du côté agriculture pour commencer, puis je vais revenir plus tard avec d'autres professions. Au niveau agriculture, est-ce qu'il y en a parmi vous ici là, qui vivez ou qui avez vécu de l'agriculture? Vous, ici? Oui, Oui. Encore agriculteur. Vous êtes encore agriculteur? Non, mais vous avez vécu de l'agriculture? Oui, Oui. Mes parents étaient agriculteurs. Vos parents? Oui, puis nous, on était 11 enfants vivants. Oui. Ma mère en a eu 18. OK. Puis on a toujours vécu sur la terre. C'était comment? C'était beaucoup de travail. Oui. Oui. Les garçons s'occupaient des vaches. Moi, je m'occupais des poules. OK. Puis on avait tous chacun notre travail d'attitré par personne. Ça fonctionnait comme ça. Marqué, c'était une vie... c'était intense. C'était intense? Oui, parce qu'après le travail de la ferme, il restait à faire le travail dans la maison. Ma mère allait aussi traire les vaches, puis elle s'occupait aussi de la ferme, parce que mon père, des fois, était en forêt. Alors, elle s'occupait, mais rendue à la maison, il fallait faire les repas, il fallait le lavage, enfin, tous les travaux de la maison. C'est rare qu'elle allait se coucher avant 11 heures. Puis, il se levait tôt le matin, 5 heures. C'était pas riche, c'était... Exigeant? Oui, c'était exigeant.
Je vais y aller avec M. Gérald. Vous aussi, vous travaillez toujours sur la terre? Oui. Oui. Donc, avez-vous grandi sur cette même terre-là? Je suis venu au monde là. Vous êtes venu au monde là, donc vous avez hérité de la terre de vos parents. Parents, grands-parents. OK. Donc, ça fait 1928, février 1928, quand Adolphe a établi ses 3 plus vieux garçons à Saint-Stanislas, dans le chemin Rousseau. Ben, moi, la ferme vient de là. OK. Donc, justement, donc on y vit comme enfant, d'abord, dans cette terre-là. Oui. On ne sait pas quand j'imagine quand on est petit gars, que la terre va être à nous plus tard. Ou est-ce que vous le savez? Ou on se pose... Pas certain qu'on a besoin de le savoir. Non, mais c'est... La relation avec la terre, quand on est jeune, c'est quoi? Nous autres, c'est un milieu de vie, là. Puis on a été élevés sur la ferme, mais on n'était pas seuls. Je veux dire, on avait tous plein de cousins et cousines autour de chez nous, là. Un autobus scolaire, on emplissait ça en famille, nous autres, là, pour aller à l'école, là, quasiment, là. OK. Puis là, on parle de Rousseau, mais il faudrait peut-être parler aussi de Lavoie, de Villeneuve, de Vézina, parce que dans ce temps-là, les femmes ne portaient pas le nom, elles portaient le nom de leur mari, là. Mm-hmm. Mais c'était des cousins et des cousines, là. Oui. Fait qu'on a été élevés dans ce milieu-là. Un milieu qui était agricole. Par contre, chez nous, à la ferme, mon père a été un des premiers à vivre seulement d'agriculture. OK. Dans le temps, parce que dans le temps, les gens avaient toujours un travail à l'extérieur, il y avait toujours quelque chose en appoint pour supporter, mais chez nous, c'était l'agriculture. Il y a été pas mal d'un pionnier à Saint-Stanislas de vivre d'agriculture. Tu sais, il y a vraiment aussi une bonne époque qui était là. Il y a peut-être le plus vieux, ça, je dirais, c'est mon oncle Antonio. Qu'il a vécu, quand tu regardes ça comme il faut, là, que lui vivait d'agriculture. D'accord. Puis cette passion-là de la terre, maintenant, une fois qu'on devient comme ça devient à nous, est-ce qu'on essaie de transmettre cette passion-là à nos enfants? L'histoire me dit, moi, que ce qu'on voit des agriculteurs, là, on vient pas au monde agriculteur, mais lorsqu'on le devient, on meurt agriculteur. OK. OK, ça, moi, je pense que c'est ça. Puis nous autres, chez nous, on parle de 5e génération. Moi, je suis la 5e génération, mais il y a la 6e génération qui est établie présentement, là, sur la ferme même, là, OK. qui est propriétaire de la ferme. Donc, on est assuré d'une 6e génération. C'est bien, ça. Puis le fait justement de voir la génération qui pousse, ça fait quoi? Parce que vous aussi, là, puis là, la question s'adresse un peu aux deux. Là, ça fait quoi de transmettre ça, de voir aussi, quelque part, laisser aller les décisions? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, c'est la nouvelle génération qui se met à prendre les grosses décisions avec probablement une vision un peu différente. C'est quoi ce passage-là? Bon, j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. À un moment donné, les générations, ça évolue. Il faut être capable de dire qu'ils vont prendre les décisions pour être heureux. Le plus important, c'est qu'ils soient bien dans ce qu'ils font, là. Puis, tu sais, ça évolue, là. On traite plus les vaches en main, ça fait une secousse, là. Non, j'imagine. Ça fait que, tu sais, il y a des technologies à cette heure avec lesquelles moi, je suis vraiment pas à l'aise, là. Même conduire les tracteurs, c'est de l'informatique, c'est des ordinateurs, ces machines-là. Demande-moi pas, là, tu sais, moi, ils me disent, pêche ce piton-là, fais ça, fais ça, fais ça. C'est le même que ça fonctionne, là. Tu sais, puis il faut laisser aller. Oui, il faut être capable de laisser aller. Oui. Moi, j'aimerais ça ajouter que mon père, il a tout le temps dit, quand on grandissait, moi, j'ai grandi sur la ferme aussi, j'ai travaillé en agriculture jusqu'à mes 23 ans, je dirais, là, le temps que je suis allée à l'école et tout ça. Puis papa, il disait tout le temps, la ferme, les terres, je peux pas vendre ça, ça m'appartient pas. Ça appartient aux générations futures. Il a toujours dit ça. Toute sa vie, je l'ai entendu dire ça. Fait que lui, ce qu'il fait présentement, c'est essayer de rendre les choses le plus facile possible pour que mon frère puisse avoir la ferme puis qu'il puisse vivre de l'agriculture, bien vivre de l'agriculture. Puis c'est sûr qu'on espère qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la famille qui va éventuellement pouvoir assumer la 7e génération, sait-on jamais, là. À suivre. À suivre. Parfait, merci beaucoup. Vous, monsieur, excusez, Raymond? Oui. Vous avez travaillé sur une ferme? Moi, j'ai travaillé sur une ferme. Justement, j'ai été élevé jusqu'à Gérald reste à l'heure actuelle. Oui. Jusqu'au temps que j'étais marié. En 61, j'ai acheté. Puis j'ai fait ça pendant 30 ans, une trentaine d'années. La maladie m'a empêché de continuer. OK.
Mais moi, je change comment on dirait ça, de choses. Ah, vous êtes quelqu'un qui aimait le changement? Ben, j'aime pas du changement, puisque je rêve encore à l'agriculture. OK. Mais j'ai changé, j'ai tombé dans d'autres domaines. D'ailleurs, vous m'amenez sur quelque chose, c'est que, justement, quand on regardait, quand je vois les notes sur les Rousseau, il y en a beaucoup qui sont devenus entrepreneurs, il y en a qui sont devenus enseignants, il y a des artistes. Dans le fond, je sens qu'il y a beaucoup de professions. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans toutes les familles qu'on a rencontrées. Ça vient d'où cette ouverture-là de dire à nos enfants, ben, va faire ce qui te plaît dans la vie. Parce que j'ai l'impression que c'est pas juste récent, j'ai l'impression que peut-être vos frères, vos sœurs ont fait différentes choses. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font les Rousseau, là, de vos frères, vos sœurs, là, ou même s'il y en a dans la salle qui aimeraient parler de ce qu'ils font présentement, là, gênez-vous pas de lever la main. Là. Premièrement, ça s'est transmis ce côté-là. Oui. Moi, je me souviendrai toujours, j'allais pas à l'école, j'allais passer une semaine, grand-papa Rousseau venait me chercher l'été, j'étais son filleul, il venait me chercher, j'allais passer une semaine à Dolbeau. OK? Puis il y avait toujours le piano dans le salon. OK. Il y avait toujours un côté, je dirais, autre que de travail, là. D'accord. Puis ça, ben, d'après moi, ça se transmet, ça donne le goût aux gens de chanter, ça donne le goût... D'explorer d'autres choses. C'est ça, de jouer la musique. Après ça, il s'est développé, ils sont peintres, artistes peintres, ça permet de développer le talent. Là. Ça a été en tout cas, chez nous, moi, j'ai vu, je pense que ça s'est transmis comme ça. OK. Le désir de faire autre chose, ça a été par... L'intérêt est venu du fait que... On peut expérimenter. Qu'on pouvait... Ouais. Oui. Disons que je pense que c'est une famille qui aimait avoir le risque de prendre des chances, de prendre d'autres choses, de faire d'autres choses. Oui. OK. Il y en a qui aimaient prendre le risque. Oui. Oui. Le côté entrepreneurial là-dedans? Oui, bien, disons que ça vient graduellement, ça. J'écoute. Moi, je me suis expatrié pendant 1 an à Belgique, fait que je continue là-dedans. Pour aller travailler sur... Le Torial de Boisement. Oh, OK. Puis ça fait 35 ans. Je pense que vous me passez. Non? Faut pas oublier aussi qu'être agriculteur, c'est être entrepreneur. Aussi, c'est oui. une business, une ferme. T'sais, il faut vraiment avoir l'esprit entrepreneur aussi, je pense, pour être agriculteur. Puis, effectivement, il y a beaucoup d'ouverture, je pense, de la part de tout le monde de faire plein de choses. Puis, on est encouragé à faire les choses qu'on aime. T'sais, on le sent, en tout cas, pour ma part, dans la famille élargie, tout le monde, même mes grands-parents, tout le monde était tout le temps en train de nous encourager dans nos projets. Là. Puis ça fait en sorte que je pense que ça nous donne le petit coup de pouce pour faire des choses, prendre des risques, justement, puis accomplir des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le courage, mais on a les gens autour de nous qui nous aident puis qui nous encouragent, là, de la famille. Madame Carole, tantôt, je vous entendais parler, vous êtes allée dans le coin de Lévis, vous êtes allée en Beauce. Le côté là, que vous entendez présentement sur le fait qu'on est tenté de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses, c'est un peu ça, peut-être? Est-ce que c'est... Moi, là, j'ai toujours travaillé en finance. Puis la compagnie de finance pour laquelle je travaillais à Dolbeau a fermé. Alors, on m'a demandé si je voulais être transférée quelque part. Fait que là, j'ai dit oui, dans le coin de Québec, ça m'intéresserait. Finalement, ils m'ont trouvé Lévis. Je suis allée travailler là. C'est comme ça que je suis partie. Je suis allée travailler à Lévis. Mais c'est sûr que j'avais un attachement spécial pour ici. Mais je trouve ça intéressant. Comment une femme de votre génération qui grandit ici en vient à aller travailler en finance? Je suis curieux. J'ai toujours adoré les mathématiques. Ah! Autrement dit, j'ai la bosse des maths. Oui, je peux comprendre ça. Puis la finance, ça me convenait. Puis j'ai toujours adoré ça. J'ai pris ma retraite, ça fait 17 ans maintenant. Puis je travaillais dans une banque et puis je me suis jamais ennuyée dans le côté de la finance. Là, c'était mon trip. La terre, c'était... J'avais un attachement spécial pour la terre. C'est la terre ancestrale que mon grand-père a défrichée. En 1912, il était établi là. Et puis, il y a la rivière qui passe au bas de la terre.
J'adore la pêche, alors j'allais à la pêche. Dans mon cas, là, pendant que j'élevais mes enfants, c'était un divertissement, plus que de l'agriculture. Oui, je faisais un jardin, oui, on avait des poules, on avait une vache ou deux, mais pas plus que ça. Puis, c'est comme ça, en tout cas, que moi, là, j'ai vécu le transfert de la terre au travail. Parfait. Donc, ce que je vois aussi, c'est que chez les Rousseau, il semble y avoir plusieurs personnes qui ont fait des professions qui exigeaient quand même de l'éducation, OK? Qui demandaient... c'était quoi le rapport à l'école chez les Rousseau? Est-ce qu'on était encouragé? Est-ce que on se faisait pousser pour non, il faut que ça aille bien? Comment ça se passait, le rapport à l'école pour les Rousseau? Puis peut-être, je vais commencer ici avec Monsieur Raymond. Moi, ça allait bien, mais je n'ai pas été dans le résultat, je n'ai pas avancé tellement, la 7e année, puis après ça... Puis vos enfants? Les enfants, à peu près au secondaire 5. OK. OK. Puis on les encourageait ou... Oui. Ils étaient encouragés. Madame Carole? Oui, moi, j'ai fait mon secondaire 5, comme Raymond. Mais je voulais aller à l'université. Oui. Puis j'étais capable, mais on n'avait pas le moyen. Ça coûtait plus cher à l'époque? On était 11 enfants. Bon, là, j'ai dit, je vais travailler, je vais me gagner de l'argent, puis je vais y aller. Mais à 30$ par semaine, là, c'est long de gagner quelques milliers de dollars. Donc, j'ai fait des études après, mais toujours en travaillant. Par les soirs, j'ai fait de la comptabilité, du cégep à Sainte-Foy. Puis ensuite, j'ai fait des cours universitaires. Mais toujours en travaillant. À temps partiel, tout en travaillant. C'est ça. Mais c'est très louable, là. Félicitations. Ah, merci. Mais j'aurais bien aimé y aller. Mais ça n'a pas été possible. On encourage les enfants à y aller? On a encouragé les enfants à y aller à l'école? Ou... Chez nous, oui, mais les encouragements ne marchaient pas. OK. Nous autres, maman, pour elle, c'était extrêmement important, l'instruction. Okay? Pour elle, là, c'était quelque chose qui était important. Puis moi, ce qui s'est passé, c'est complètement l'inverse de vous, là. Moi, j'allais à l'école. Si jamais la matière, j'avais 100, si je ne l'aimais pas, c'était pas grave, mais je vous dis que la note n'était pas haute. OK? Puis il fallait que j'aime le prof. OK. Fait que j'ai fait un secondaire 5, quand même bien réussi. À l'école, je n'avais pas de difficulté, là. Sauf que quand c'était le temps de partir au collège, je m'étais inscrit à l'école d'agriculture. J'avais été accepté à 2 endroits à l'école d'agriculture. Quand c'est arrivé le temps, le choix était à la Pocatière. Quand c'est arrivé le temps de partir, ben, moi, j'avais une opportunité, j'allais au Bleuet avec mon oncle Paul Miel, j'aimais ça. J'ai fait ça, je ne me rappelle pas combien d'années, 3 ou 4 ans. C'est notre voisin en face, Paul Miel, là-bas. Oui. Et lui, il allait au Bleuet, là. C'était un bon ramasseur de Bleuet, mais c'était plaisant à aller avec. J'aimais ça, je suis parti avec au Bleuet. Mais quand c'était le temps de revenir pour le cégep, là, Gérald est resté dans le bois. Ah. Il n'est pas revenu. Parce qu'on venait à tous les fins de semaine. On venait faire l'épicerie, puis vendre nos bleuets, puis tout ça. T'sais. Là, quand mon oncle Paul Miel est revenu, il dit, mon petit bon Dieu, il dit, ta mère, elle me fait promettre que la semaine prochaine, tu descendais. J'ai essayé de m'échapper, mais ça n'a pas fait. Là, il a fallu que je descende. Quand je suis arrivé à la maison, là, je dois vous avouer que là, c'était assez sérieux avec maman, là, elle était fâchée, là. Oui. Ah oui, là, c'était sérieux parce que le cégep était commencé, moi, je ne m'étais pas présenté. Fait que là, la discussion était assez forte, puis elle finissait pas trop. OK. Puis là, à un moment donné, papa est arrivé, il dit, écoute, Adrienne, il dit, on n'envoie pas aux vaches un chien qui ne veut pas aller aux vaches. Hey, je la prends en note, vous me permettez que je la utilise. Mais sauf que ça avait clos le débat, puis c'est sûr que c'est de même que je me suis intégré à la firme. Oui. En 1974, j'ai commencé comme ça à travailler sur la ferme. Puis après ça, ben, j'ai pas de diplôme, mais je me suis formé. Parce qu'à la ferme, là, j'ai suivi des cours de comptabilité, j'ai suivi des cours de gestion, j'ai suivi des cours d'appoint que j'avais besoin. Puis là, j'étais bon.
parce que c'était pratique dans ce que je faisais. Et ça vous intéressait? Ça m'intéressait. Tout à fait. C'est du mécanique. J'ai fait toutes sortes de formations par après qui font en sorte que j'ai réussi à me débrouiller puis à monter un business qu'on a là. Mais l'instruction, oui, contrairement à mes diplômes, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'importance. Puis, comment était vécu en tant qu'enfant l'éducation? Comment qu'on voyait ça? Bien, comme Paille dit, en fait, Adrienne, grand-maman, pour elle, c'était vraiment important l'instruction. Fait que, tu sais, dans notre famille, presque tout le monde est allé à l'école. Ça peut être un DEP, ça peut être un bac, une maîtrise, mais tout le monde, pratiquement tout le monde est allé à l'école pour apprendre un métier. Moi, c'est sûr que j'ai toujours voulu aller à l'université, depuis que j'étais toute petite, que j'ai voulu aller à l'université, puis j'ai toujours été encouragée là-dedans. Okay. Par contre, un peu comme vous, on n'avait pas énormément de moyens pour aller à l'école. Tu sais, on est 4 enfants, on vit sur la ferme, faut payer des études de 4 enfants, c'est pas évident. Fait que j'étais sur les prêts bourses, je suis allée à l'université, j'ai fini par faire un bac. Présentement, je suis en train de terminer une maîtrise en pédagogie, puis je suis rendue prof de cégep. Fait que il y a comme une roue qui tourne, mais c'est sûr que l'éducation est importante, mais je pense pas que c'est un niveau d'éducation qui est important, c'est plus comme avoir un... Ben moi, contrairement à Papa, je pense que c'est important d'avoir un diplôme, que ce soit un DEP ou un bac, mais pour pouvoir exercer un métier, là, éventuellement. Fait que c'est sûr, moi, j'ai jamais eu de pression pour aller à l'école. Jamais, jamais, jamais. C'est quelque chose qui était comme inné dans moi, mais toutes mes tantes sont allées à l'école, je les ai vues aller à l'école. Tu sais, j'ai un de mes oncles qui est retourné à l'école quand j'étais jeune. Tu sais, on baignait là-dedans. Fait que ça avait du sens pour nous autres d'avoir des cours, d'aller à l'école. Fait que c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Parfait. Vous parlez de... Je vous entends parce que la relation, votre mère, vous avez parlé comment votre père et tout ça vous encourageait, etc. C'était des personnes comment, là, je vous demandais, là, vos parents, c'est quoi? C'est quel genre de personnes? Je commencerai par vous, tiens, Madame Carole. Vos parents. C'est ma mère qui est une Rousseau. Sa vie à elle, elle est décédée en 69 ans. Ça a été... moi, je trouve que c'est trop. Trop de travail. C'est d'épuiser une personne. À mon idée, c'est d'épuiser une personne parce qu'elle l'était épuisée. Lorsqu'elle a eu son dernier bébé, elle était 3 jours dans le coma. Oh, mon Dieu. Le médecin passait ses jours et ses nuits à côté d'elle. Là, mon père était en train, il ne savait pas quoi faire. J'avais des tantes qui voulaient adopter un, l'autre. Là, ma sœur, qui est plus vieille que moi, elle dit non, il n'y en a pas un qui va sortir d'ici, il va en avoir soin. Puis finalement, ma mère a repris, en tout cas, le médecin a réussi à lui faire reprendre la vie. Puis ça, moi, j'ai trouvé que c'était trop pour une personne. C'est trop épuisant. C'est plus épuisant, le travail de fermier. C'est du gros travail, là. Vous, M. Raymond, vos parents, c'était des gens comment? Vous souvenez-vous, c'est des parents sévères, des parents bons, des parents joueurs d'auto? Disons, c'est des parents qui étaient assez joviales. Le père était assez sévère, la mère était... C'est elle qui autrement dit, qui calmait oui, OK. Okay. Elle était très sympathique, généreuse. Disons que les problèmes de parents, non, on avait des très bons parents. Oui? Oui. C'est sûr qu'il fallait faire ce qu'il y avait à faire. Hein? Le problème n'était pas là. C'est bien. Vos parents, vous? Bon, c'est des gens qui... On a toujours été protégés par nos parents. Oui? Oui. Ils étaient protecteurs? Ben, ils étaient protecteurs, je dirais. Ils nous couvraient pas. Mais je veux dire, comment je dirais ça? C'était... le cadre était là, OK? On pouvait jouer dans le cadre. Oui. Il fallait pas trop sortir du cadre. Quand tu sortais du cadre... Non, mais c'est parce que c'est... Puis je veux dire, il y avait quand même une structure familiale, là. Puis il y avait quand même un niveau d'éducation.
puis un niveau de valeur, tu sais, le respect. Il y avait des choses là, importantes, mais moi, je pense qu'on était très, très, très bien entourés. Très, très bien entourés. Puis, tantôt, tu parlais à Raymond, là, tu sais, pour ses parents. Là, moi, c'est mon grand-père, là, ma grand-mère, là, puis on les a connus comme faux, là. Puis je peux te dire, quand Ponceau, il aimait ça jouer avec nous autres, là. Oui? Ah oui, tu sais, dans ce temps-là, les gens qui jouaient avec les enfants, je sais pas s'ils n'avaient tant que ça. Puis moi, dire que si grand-papa Rousseau, moi, je sais que grand-papa, il jouait avec nous autres. Okay. Puis il nous traînait avec lui, puis je me rappelle, moi, quand j'allais passer la semaine avec, là, lui, il travaillait plus, il restait sur la rue Provencher. Puis Henri Gagnon, là, qui se faisait des menteries, là. Il se ramassait là. C'est vrai, là, il se ramassait là, la gang, là. Puis il était toujours la même gang, ça fait rire, mais c'est vrai, là. Puis je le dis, là, puis j'ai l'odeur du café quand on rentrait là dans le nez. Ça sentait Henri Gagnon. Puis on arrivait là avec grand-papa, puis moi, il m'emmenait, là, puis tu sais, le flot, là, tu sais, j'étais haut de même, là, tu sais. Puis on avait le droit de vivre, là, tu sais, c'était pas assis là, bien straight, là, puis tout, puis il y avait des tables de poules, si on avait la chance de toucher à ça, c'était correct, puis il y avait des machines à boules, il y avait... Moi, grand-papa, c'était ça, là. Tu sais, je l'ai pas connu, moi, pas travaillé avec grand-papa. Non, puis souvent, c'est ça, on entend souvent des parents dire hey, « mon père était comme ça », puis avec les petits-enfants, c'est différent. Quand on écoute parler notre père comme ça, de ses parents et de ses grands-parents, est-ce qu'on voit des choses de notre jeunesse? Ou... Là, moi, il faut que je fasse attention à ce que je dois dire. On coupera au montage au pire, là. Non, c'est pas vrai, j'ai pas besoin de faire attention. En fait, vous connaîtrez pas un Rousseau qui a pas une tête dure, qui a pas des principes et qui tient à ses principes. C'est clair que c'est comme ça. Je suis comme ça aussi, je retiens pas des voisins. Fait que j'ai grandi avec des valeurs, des principes. Ça, c'était vraiment important. Puis nous autres aussi, papa, ils nous traînaient partout. Je veux dire, je suis allée acheter des taureaux à Berthierville, je me promenais avec eux autres, on faisait plein d'affaires avec eux autres. J'ai eu des parents extrêmement présents, puis des grands-parents aussi. Grand-papa Rousseau, moi, il était chez nous à tous les jours de ma vie, là, fait que c'est sûr que je l'ai connu beaucoup, beaucoup. Il venait en visite ou il habitait avec vous? Il travaillait sur la ferme avec nous autres. D'accord. Fait que tant qu'il a été capable, grand-papa, il était à la maison. J'ai travaillé sur la ferme aussi. Le travail parent-enfant, pas facile, on va se le dire. Puis je dirais pas que c'est de la faute d'un ou de l'autre, là. Je pense que c'est pas évident. Mais c'est sûr que quand tu travailles pas ensemble, je pourrais dire que une des personnes avec qui j'aime le plus discuter sur Terre, c'est mon père. On s'entend vraiment bien. Fait que on est vraiment très familiaux. C'est comme nous, on est vraiment... puis je pense que ça vient de nos parents, de nos grands-parents. C'est que la famille, c'est important. La famille fait partie de notre vie. C'est rare qu'on passe une journée sans se parler en famille. Fait que moi, j'ai eu une enfance sur la ferme aussi. J'ai eu une enfance super libre, où est-ce qu'on courait nu-pieds tout l'été dehors. Oui, on travaillait. On a travaillé dur. Moi aussi, j'ai travaillé dur toute mon enfance. Mais, je veux dire, on avait du plaisir. Tu sais, on sifflait en travaillant, on chantait des chansons. On essayait toujours d'être le plus possible dans le plaisir. Parfait, merci beaucoup. Je passerai maintenant à une petite visite de la lignée des Rousseau. D'accord? J'imagine que peut-être parmi vous, ici, qui ont fait des recherches généalogiques, qui sont au courant de ce que je vais vous annoncer là. Maintenant, on va aller la voir quand même. Dans le fond, le premier Rousseau à avoir mis les pieds en Amérique, c'est Honoré Rousseau, qui s'était marié à Ordoux, en France, avec Marie Boileau. Ensuite, le premier Rousseau, je crois, qui est né au Québec, c'est Thomas Rousseau, qui s'est marié en 1667, il y a une couple d'années, à Madeleine Olivier. On est à Québec à ce moment-là, au début de la colonie. Jean-Baptiste Rousseau, qui s'est marié en novembre 1737 à Québec, aussi avec Madeleine des Trois-Maisons. Ensuite, on descend à Michel Rousseau, à Montmagny. Donc, on vient de traverser sur la rive sud de Québec.
On est en 1758 avec une Geneviève Morin. Ensuite, on a Michel Rousseau qui suit à nouveau. On reste sur la rive sud du Québec, à Lévis. Donc, vos ancêtres, vous avez foulé les mêmes lieux, peut-être même assis dans le même cimetière, sur la même pierre tombale. Remarquez, j'adore ça, les cimetières. C'est tranquille, il y a des petits oiseaux. Oui, j'imagine. Qui s'est marié avec Geneviève Carrier à Lévis en 1791. Ensuite, on s'en va dans Bellechasse pour le mariage entre Pierre Rousseau et Charlotte Brochu. On est en 1822. Donc, un retour plus dans les terres. Et ensuite, en Beauce, François-Xavier Rousseau qui s'est marié à Élisabeth Breton. Et c'est François-Xavier qui s'est emmené au Lac-Saint-Jean, dans le coin de Roberval tout d'abord, et puis par ici par la suite, puisqu'il est devenu le premier maire de Mistassini, quand même. Voilà, donc c'est la lignée des Rousseau. Et puis ici, ben, on a les représentants de cette suite de lignées là, ici. Les Rousseau, depuis leur arrivée au Lac-Saint-Jean, bon, on est arrivé à Roberval, on s'est emmené vers Mistassini. Plusieurs se sont installés à Saint-Stanislas. Où on les trouve, les Rousseau, présentement, là, la majorité? On trouve ça où des Rousseau? Il y en a partout. Il y en a partout? Partout? Partout, c'est toutes des grosses familles. Puis, oui. Puis ça s'est étendu. Il y a un cousin à François-Xavier Rousseau, c'était son cousin, qui est venu s'établir à Péribonka. Puis, il y a eu des Rousseau à Péribonka. Je me souviens que quand je travaillais en finance, ils venaient à Dolbeau. Puis, je trouvais qu'ils ressemblaient à des membres de ma famille. Mais là, maintenant, ils sont partis. Mais les autres ici, regarde, là, il y en a partout, là. Il y en avait d'établis à Jeanne d'Arc, la municipalité, l'île, voyons, je veux le dire, là, Sainte-Monique, là, Pointe-Taillon. Quand ils ont monté le niveau du lac, ils ont été obligés de quitter. Puis j'imagine que c'était les mêmes branches de Rousseau, là. Et je pense qu'il n'y a pas un Rousseau au Québec qui n'a pas un lien de parenté. Parce que moi, là, j'en ai pas trouvé d'autres qui venaient de la France, qui sont venus s'établir ici. Puis j'ai cherché pourtant, là. Remarquez, je peux me tromper, mais j'en ai pas trouvé. C'était Thomas qui s'est établi sur l'Auvin, à l'île d'Orléans. Ensuite, lui, il a cédé sa terre au plus vieux, Antoine, je pense, qui s'appelait le plus vieux. Jean-Baptiste, qui est notre ancêtre à nous, il a traversé sur la rive sud à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Et puis, à partir de là, les descendants ont remonté jusqu'à Lévis, Saint-Henri, Saint-Charles. Il y en a eu à Saint-Michel, un peu partout dans Bellechasse. Et si on va dans les cimetières, dans ce coin-là, là, il y a des Rousseau, là. On voit des pierres tombales de Rousseau. Ça vient toutes de la même souche. En ce qui concerne votre famille, on va parler des petits-enfants et les générations qui suivent François-Xavier. Le port d'attache, quand on fait un rassemblement de Rousseau, on est tenté de faire ça... Pas mal à Saint-Stanislas, je dirais. Pas mal à Pour nous autres. Oui, pour nous, oui. Là, ça arrive souvent que c'est à Saint-Stanislas que ça se passe quand on fait des rassemblements familiaux. Avec la grande famille Rousseau, on faisait des rassemblements à Mistassini, souvent à Dolbeau, dans ces eaux-là, mais ça reste très... il y a beaucoup de Rousseau à Mistassini, à Dolbeau, à Saint-Stanislas. Il en reste encore beaucoup des Rousseau à Saint-Stanislas. Il n'y a pas vraiment un rang à Saint-Stanislas. Je pense que c'est ici qu'il y en a le plus. Oui, il y a vraiment beaucoup. Il y a 5 enfants à Adolphe Rousseau qui s'est établi à l'époque dans le chemin Rousseau. OK? Tu avais grand-papa Joseph, 17 enfants. Antonio, 16. Rosario, 13. Henri Villeneuve, qui était marié à Imelda, 12. Arthur Dubois, c'était une de leurs sœurs, je ne me souviens pas du nom, là. Alexina, 9. Ça fait 67 enfants.
Là, tantôt, vous m'avez dit un autobus, c'était 2, c'est sûr. Non, mais c'est pas des fois, ça donne une idée. Là, on parle de la génération. Attends, 1, 2, 3, la 4e génération. Oui. Là, tu as 67 enfants dans 5 familles. Ils n'étaient pas tous vivants, par exemple, comme grand-maman, là, je pense qu'elle en a perdu 3. Mais Antonio, il était 16 vivants. Mon Rosario, il était 13. Fait que ça fait beaucoup de Rousseau. Oui, non, ça... Mais c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, tu peux t'appeler Villeneuve. Oh oui. Tu peux, tu sais, c'est comme d'autres, ma tante Cécile en face chez nous, c'était une Rousseau. C'est des Lavoie, tu sais. Mais la famille Rousseau, là, donc, quand le monde, des fois, pense que j'ai un chemin à mon nom, là, que c'est moi, Gérald Rousseau, à cause de la ferme à l'autre bout, là, il lui manque un bout d'histoire. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, puis c'est super intéressant de voir que, justement, là, je veux dire, c'était pas juste un Rousseau, non, c'est vraiment toute une famille qui s'est établie là, puis je comprends que le port d'attache devienne un peu Saint-Stanislas. Mais justement, cette proximité-là, ça doit créer une dynamique entre cousins, cousines, entre transmission d'activités familiales. Dans les loisirs, à part, ça faisait quoi les Rousseaux dans les loisirs? Est-ce que ça compétitionnait, ça courait, ça jouait aux cartes, ça chantait? Aux cartes, oui, aux cartes. Ça faisait n'importe quoi. Ah, ça fait n'importe quoi? Oui. Oui? Ça jouait au hockey, ça jouait à la balai, ça jouait... Ah, ça jouait au hockey dans... Non, ça jouait, oui, dans le temps, oui. Hein. Oui? La compétition était forte. Ah, c'était compétitif? Oui, oui. Oui? Mais la famille Rousseau, c'était une famille unie. Oui. C'est les oncles, toute la parenté. C'était uni. Personne. Moi, j'ai jamais connu personne qui se chicanait de cette famille-là. Fait que c'était une famille qui était unie. Tant mieux. Ouais. Ça se comprenait, j'espère. Ouais. Puis de votre côté, ça jouait? C'est des joueurs, des activités familiales qui sont typiques, là, je veux dire, des fois, ça peut être des tournois de grosses poches qui sont mémorables ou... Ben, nous, on aime aussi jouer aux cartes. Ouais, Hier soir, on a joué aux cartes toute la soirée. On aime aller en forêt. Oui. Puis j'ai beaucoup de cousins, cousines, oncles, tantes qui vont en forêt, qui ont des chalets en forêt, qui vont à la chasse, des choses comme ça. Donc, on fait ça. Nous autres, en famille, on tout le temps des jeux. On a joué à pétanque, on a des tripes, là, tu sais. OK, c'est cyclique. Oui, c'est ça. À un moment donné, on se met à jouer à pétanque. On joue tout le temps à pétanque à chaque fois qu'on se voit ou des choses comme ça. Puis, mais vraiment, comme pour se réunir en famille, ben on aime faire la fête. On aime danser. On aime écouter de la musique. La musique, elle fait partie de notre vie aussi. Quand on a quelqu'un dans la famille qui joue de la musique, il y a des bonnes chances qu'on passe la soirée à chanter des chansons puis autour du feu ou dans le salon. Le premier Noël que mon conjoint est venu dans ma famille, il a joué de la guitare jusqu'à 6 heures du matin. Il avait les doigts bleus le lendemain. Parce qu'on aime vraiment comme... On est joyeux. On aime fêter. Puis moi, je dirais, nous, en tout cas, c'est vrai qu'on se chicane pas, mais on se parle d'en face, par exemple. Okay. On se dit les choses qu'ils ont à se dire, puis on passe à un autre appel après. Fait que ça crée comme... J'ai jamais vu un party de famille virer en chicane. Jamais, okay. Jamais. Heureusement. Non, mais je veux dire, c'est tout le temps dans la joie, c'est tout le temps dans la bonne humeur, puis la fête. Je pense que c'est tous des gens qui aiment faire la fête. Excellent. Maintenant, je vous amène sur autre chose parce qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que au cours des 150 dernières années, il y a plusieurs Rousseau qui ont été maires de Saint-Stanislas. Donc, il y a quand même un attachement à cette municipalité-là qui est importante. Ce qui fait que j'irai voir la capsule sur Saint-Stanislas, puis après ça, on va parler de la relation Saint-Stanislas avec les Rousseau. Dès 1884, François Gaudreau établit son campement sur le territoire de l'actuelle paroisse. Avec l'arrivée des pères trappistes en 1892, la colonisation s'amorce. Des rangs sont ouverts, des terres sont distribuées et des familles s'installent en nombre croissant le long de la Mistassibie.
Le 5 mai 1931, la paroisse se détache définitivement de Mistassini. C'est la fondation officielle de Saint-Stanislas. 106 familles sont résidentes pour un total de 560 habitants. La paroisse fut desservie à partir de 1928 jusqu'en 1931 par la paroisse Saint-Michel de Mistassini. Ce sera ensuite la paroisse de Saint-Eugène qui deviendra desservante. Le premier curé, Jean-Baptiste Simard, vient s'installer en 1931. Voici d'ailleurs l'une de ses citations. « Le ciel est une récompense. Il n'est pas nécessaire d'être riche, mais il est nécessaire de gagner le ciel. » La construction de l'église, érigée grâce aux journées de corvée des paroissiens, s'élève rapidement, si bien que le 1er novembre 1931, l'abbé Simard y célèbre la première messe. Les bancs de l'église se vendaient 10 $ par année, payables en 2 versements. Ceux qui n'avaient pas de banc devaient payer 10 sous par place et le curé Simard y tenait beaucoup puisque c'était le seul revenu de l'Église. Toujours en 1931, le premier conseil municipal est formé sous la direction d'Alphonse Rousseau qui assumera cette fonction jusqu'en 1932. Toujours en 1931, le premier conseil municipal est formé sous la direction d'Alphonse Rousseau qui assumera cette fonction jusqu'en 1932. Fait particulier, dès 1931, les citoyens de Saint-Stanislas qui possédaient des chiens devaient payer une taxe de 2 $ par chien par année. Quant à l'enseignement, il est dispensé à l'école du village et les écoles de rang ne tardent pas à faire leur apparition. Les institutrices gagnent 175 $ par année en 1932 et ensuite de 275 à 325 $ par année selon l'école où elles travaillent. En 1950, les religieuses du Bon Pasteur s'installent dans un couvent tout neuf et prennent la direction de l'école du village. Concernant les soins de santé, le dentiste était un monsieur Préfontaine et les médecins furent le docteur Lacroix, Lisotte, Dionne et Brault. À l'époque, les accouchements coûtaient 10 $. Les sages-femmes étaient Mme Victoria Gaudreau, épouse d'Antoine Doucette, et Mme Hélène Lavoie. Le premier enfant à être baptisé à Saint-Stanislas fut Joseph Nil Elias Rousseau, fils de Joseph Rousseau et de Caroline Turcotte. Le premier mariage survint quant à lui 1 mois plus tard. Il s'agit de celui de Joseph Alfred Imbeau avec Marie-Luciana Imbeau, le 24 juin 1931. En 1954, la population atteint son apogée avec presque 1 millier de personnes. En 1981, Saint-Stanislas comptait 415 habitants. C'est votre belle petite municipalité. Je garde petite parce que elle n'est jamais venue tellement très, très grosse. Et elle a peut-être perdu un peu de citoyens avec les années parce que les familles sont plus petites, mais ça semble quand même relativement... Comment on se sent, dans le fond, à Saint-Stanislas? C'est quoi Saint-Stanislas? Elle n'est pas venue ben gros, 1300. Quand même. Quand même. Oh oui. Ça s'est vidé en 63-64. 63-64? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens allaient travailler à Montréal, l'Espo Montréal, puis Québec Montréal, les gens partis par là. Ça s'est baisé. C'est là que ça s'est vidé? Ça s'est vidé. Là, tout près de 400. Oui. L'attachement à Saint-Stanislas? Moi, dans ma tête à moi, c'est le pied du royaume. C'est clair. Parce que, regarde sa carte du Québec, où est-ce qu'on est situé. Regarde géographiquement où est-ce qu'on est situé, là. On est vraiment au pied du royaume. Tu sais, parce que pour beaucoup de gens, la ville est extrêmement importante. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est complètement l'inverse. Puis tu regarderas où est-ce qu'on est situé. Tu as la chasse, tu as la pêche, tu as les ressources naturelles, tu as tout, tu sais, au-dessus de nous autres, puis où est-ce qu'on demeure. Moi, je pense que c'est quoi tu peux demander de plus? Je le sais pas, ce qu'on peut demander. Je sais pas ce qu'on peut demander de plus. Je comprends qu'à une certaine époque, c'était difficile parce que les moyens de communication n'étaient pas là. Mm-hmm. Tu sais, le déplacement, c'était quelque chose, comme vous disiez tantôt. Tu n'avais pas les moyens de communication. Ils s'envoyaient une lettre 1 fois par année. Tu sais, s'il restait à Alma, là, c'était loin, là. Oui. Tu sais, fait que là,
Ah, c'était des chevaux. Oui, la communication n'était pas là. Aujourd'hui, c'est pas ça pantoute. Non, là. pas du tout. Tu sais, on a accès à tout. On a accès à toute l'information. On a accès à tout. Puis, il n'y a personne qui nous pompe l'air, là, tu sais. On a de l'espace. Vous avez de l'espace? Oui. Et il y a des gens de partout à travers le monde qui envient vos espaces. Parce que dans les premières fois où je suis venu à Saint-Stanislas, je suis allé faire du rafting sur votre rivière et on m'a parlé. D'ailleurs, faites-le si jamais vous avez l'occasion de le faire, c'est incroyable. Mais on m'a parlé qu'il y avait des gens qui venaient de l'Europe, de l'Asie, pour venir vivre la rivière Mistassini que vous avez dans votre cour. Vous avez un bijou. Ça ne fait pas des années qu'est exploitée cette rivière-là de ce point de vue-là. Ça fait quoi de voir des gens qui arrivent comme ça pour utiliser ce qui a toujours été dans notre cour d'une façon différente? Comment qu'on perçoit ça? Bien, moi, je trouve que c'est une fierté. Moi, je suis tout le temps fière de dire « Hey, c'est chez nous, ça! » Puis je trouve que, tu sais, comme grandir ici, c'est effectivement avoir accès à tout. C'est la tranquillité, mais c'est aussi la liberté. Tu sais, c'est pas stressant pour nos parents de nous laisser sortir dehors puis aller en vélo dans la rue puis tout ça. Puis je trouve que c'est bien de voir que les gens envient un peu ce qu'on a, si on veut. Fait que moi, je trouve que c'est une fierté. Puis je trouve tellement qu'il y a des beaux projets à Saint-Stanislas. Puis tu sais, quand on regarde l'église, qu'est-ce qui a été fait avec l'église ici, tous les parcs sur le long de la rivière et tout ça, je trouve que Saint-Stanislas reprend beaucoup du lustre dans les dernières années, puis je trouve ça magnifique, puis je suis tellement fière de venir de ce village-là. C'est une belle place. Là, j'apprécie beaucoup. J'aimerais ça aller voir maintenant l'opinion des plus vieux. Oui. On saute une génération. On y va? C'est cette perception-là du nouveau développement qui se passe à Saint-Stanislas. Bien, moi, je dirais, j'espère que je fais partie de l'orientation qui a été prise. Parce que j'adhère à ça à 100 là. Oui. On a un beau milieu de vie. Bien, tout à fait. Puis, il faut le polir un peu. Puis, si on veut avoir des jeunes familles aussi, puis des jeunes qui s'intéressent, nous autres, on transmet une ferme, là. OK? Intéresser quelqu'un aujourd'hui, ben, ça veut dire c'est les conjoints, c'est la famille, c'est les enfants. Il faut qu'il y ait un intérêt à demeurer à Saint-Stanislas. Puis, si c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, puis pas valorisant, ben les gens vont quitter. Donc, il faut travailler à ça, puis on va vraiment dans le bon sens, je pense, là, des dernières années. Là. Bien, je pense... Vraiment, comme l'Église, entre autres. Là. Il y a 2 ans, j'étais à une exposition agricole à Saint-Hyacinthe. Je commence à parler avec des gens qui sont là, des kiosques, qui sont parlés, puis maintenant, il me demande, il dit, vous venez de où? De Lac-Saint-Jean, quelle place? Saint-Stanislas. Il dit, c'est où la petite église? Il dit, ça fait 2 fois que je vais manger là. Il était à Saint-Hyacinthe, là, il venait, eux autres, ils faisaient de la motoneige l'hiver. Oui. C'est des gens qui font de la motoneige l'hiver. Puis ils arrêtaient à Saint-Stanislas. Il dit, c'est tout ce que je connais de Saint-Stanislas, c'est l'église. Oui, c'est... C'est pour dire, pareil, qu'on a un beau milieu de vie, puis si on l'entretient comme il faut, ben, ça donne de l'avenir à nos enfants. Je sens qu'il y a beaucoup de gens en accord derrière. J'entends des oui, oui. Mais je crois que vous avez raison. Puis d'ailleurs, j'inviterais peut-être qu'on pourrait passer le micro à M. Biron. Là. Ça serait peut-être... On a la chance dans la salle d'avoir M. Mario Biron, maire de Saint-Stanislas. Bonjour. Je suis gêné un peu, moi, là. Oui, je m'excuse. Regardez, je vais faire semblant de ne pas vous regarder. La relève à Saint-Stanislas, comment, en tant que maire, on dirige ça? Comment on amène ça là, pour s'assurer une relève? Bien, comment on dirige ça? Je vous dirais que c'est vraiment pas compliqué de diriger à Saint-Stanislas. Ça va vraiment bien. On n'a pas moi, je viens pas d'ici. Fait que des chicanes de clocher puis de famille, ça, je connais pas ça, moi. Fait que je n'ai pas de parti pris d'un bord et de l'autre. Ce que je peux me dire, c'est que je me permets de parler à tout le monde. C'est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chicanes, c'est pas ça, là. Mais dans notre municipalité, là, c'est des gens qui sont fiers. Comme Gérald parlait, il est fier d'être ici. Puis quand on passe tout près de ses propriétés, parce qu'il y en a quelques-unes, puis encore d'autres, là, mais c'est tout le temps propre. Les gens sont fiers chez nous à Saint-Stanislas.
c'est un beau milieu de vie. Quand les gens veulent venir s'établir ici, je suis tout le temps franc jeu avec eux autres. Ils me disent, Mario, le compte de taxe, c'est beau, tu sais, c'est pas trop cher, ça. Ben, j'ai dit, il ne faut pas que tu t'en viennes pour le compte de taxe. Parce que si tu es une jeune famille, tes enfants vont vouloir aller jouer en ville, ça prend 2 voitures, tu travailles en ville, ton conjoint aussi. Il faut que tu t'en viennes pour la liberté, la nature qu'on a. C'est nous autres, la grande industrie, on ne mise pas là-dessus. Nous autres, c'est la villégiature qu'on veut développer, puis on continue de développer encore. Mais c'est la liberté de pouvoir jouer dans la rue, comme Nathalie disait tantôt. Il y a quelques années, quand j'ai commencé au conseil, on disait le seul jeu qu'il y a à Saint-Stanislas les dernières années, là, c'était le tas de feuilles qu'il y avait l'automne dans la rue pour jouer. Mais avec le temps, on a fait une patinoire, on a développé l'aréna, on a l'escalade, on est en train de développer encore sur le bord de la rivière des sentiers pédestres qu'on veut faire ski de fond, raquettes, plein de choses que le conseil décide de mettre en place encore. Fait qu'on y travaille beaucoup. Puis, on va jouer sur les terres aussi des propriétaires privés comme Gérald, la motoneige, l'église, si elle est là. Et puis, on l'a viré comme ça. C'est parce qu'on savait que ça en venait quelque chose avec la motoneige VTT. Puis, il n'y a pas de place qu'on ne peut pas passer sur une terre qui n'appartient pas au Rousseau. Là. Fait que, faut être fin, là, tu sais. Il faut être fin, là, tu sais. Mais je vous dirais, c'est du monde qui ne sont jamais compliqués. Ils sont jamais compliqués, ça collabore tout le temps. Même qu'après quelques années, on passait déjà sur des terres à Gérald ou d'autres gens aussi, pour ne pas nommer tout le monde, mais c'est eux-mêmes après qui nous disaient, Mario, on devrait changer le sentier de place parce que ça serait plus profitable pour telle affaire. Fait que les gens collaborent à ça, ils participent beaucoup. Fait que c'est pas mal plus facile pour nous autres de gérer une municipalité comme ça quand les gens participent au projet de développement qu'on fait, là. Parfait, bien, merci beaucoup. Bienvenue. Merci, puis merci beaucoup les Rousseau de nous avoir accueillis à Saint-Stanislas aujourd'hui. Mais ça va malheureusement être tout pour notre émission. Hein? À un moment donné, il faut la terminer. Donc, merci à tous, puis je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.